On lui avait dit de ne pas venir au mariage, alors il a retiré leur fondation financière d'eux. David, il faut qu'on parle. C'est ce qu'elle a dit. Pas un câlin, pas un sourire, pas un « tu te rends compte que notre fille va se marier ». Juste cette phrase, prononcée comme un chirurgien annonçant une mauvaise nouvelle après une biopsie. Karen était assise bien droite sur le bord du canapé, les jambes croisées, les doigts manucurés entrelacés comme ceux d'un gestionnaire de fonds spéculatifs sur le point de liquider un actif sous-performant. Rachel était perchée à côté d'elle, inhabituellement silencieuse, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. Elle ne leva pas les yeux. Elle n'en avait pas le courage. David ne posa pas sa sacoche. Il n'enleva pas ses chaussures. Il resta simplement debout dans l'entrée, les clés pendant encore à sa main, les observant comme s'il était entré dans une pièce où tout le monde avait déjà lu le script, sauf lui. Nous pensons que c'est mieux, commença Karen, d'un ton sec, stérile, répété, si tu ne viens pas au mariage. Le porte-clés heurta la console de l'entrée avec un léger cliquetis. Ce fut le seul son que David produisit. Rachel ne le regardait toujours pas, Ta présence pourrait rendre les choses confuses, continua Karen comme s'il s'agissait d'une audition de la commission d'urbanisme, surtout depuis que son père est revenu dans sa vie. Son père? Tu veux dire le type qui s'est tiré quand Rachel avait 4 ans? L'homme qui a disparu dans les fumées d'un bus Greyhound après avoir vidé ton compte courant et t'avoir laissé avec une gamine qui pensait que des monstres vivaient dans le placard et qui hurlait quand on éteignait les lumières? Ce type-là? Je vois, dit David doucement. Il ne voyait pas, mais il savait qu'elle s'en fichait. Karen prit une petite inspiration, comme soulagé qu'il n'ait pas élevé la voix. Il a travaillé sur lui-même. Il est clean maintenant. Rachel veut lui donner une seconde chance. C'est gentil de sa part, dit David. Les lèvres de Karen s'amincirent. Il ne s'agit pas de te blesser. C'est une bonne chose, répliqua-t-il platement, parce que ce sera tellement apaisant quand l'homme qui a manqué tous ses anniversaires se pointera dans un smoking de location pour jouer au père de la mariée. Ne sois pas sarcastique, lança-t-elle sèchement. Je vais essayer. Rachel leva enfin les yeux, juste un instant, le regard vitreux mais résolu. Elle avait pris sa décision. Elle l'avait toutes les deux prise. Karen se pencha légèrement en avant, essayant de mettre la cerise sur le gâteau. Nous voulons juste que la journée se passe sans encombre. Eh bien, ta présence pourrait créer des tensions, surtout pour les photos. Les photos, bien sûr. Dieu préserve que l'homme qui avait payé pour la robe, le lieu, le traiteur, le photographe et les foutues serviettes monogrammées ne viennent gâcher l'esthétique. David inclina légèrement la tête. Juste pour que ce soit bien clair, dit-il d'une voix calme et égale. Je paie pour un mariage auquel je ne suis pas invité. Karen hocha la tête. Et nous t'en sommes reconnaissantes. Il y eut une longue pause. La mâchoire de David se contracta une fois, puis redevint immobile. Il regarda Rachel. La regarda vraiment. De la façon dont un homme regarde une maison qu'il a construite, sachant que quelqu'un d'autre s'apprête à la vider pour la revendre. Il ne dit rien. Ne plaida pas. N'exprima aucune rage. Il hocha simplement la tête lentement. Karen se leva et se dirigea vers la cuisine comme si la réunion était terminée. Rachel reprit le défilement sur son téléphone. David se tourna et quitta la pièce. Il ne dormit pas cette nuit-là. Non pas de cette tristesse qui vous fait vous tourner et vous retourner dans votre lit. Non, il n'en voyait tout simplement pas l'intérêt. Il s'assit dans son bureau, un verre d'eau intact sur le bureau, la lumière de sa lampe de bureau éclairant le coin d'un classeur poussiéreux qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Là, niché entre de vieilles déclarations d'impôts et des documents juridiques, se trouvait un dossier manille qu'il n'avait pas touché depuis plus d'une décennie. Wendell R. Harper, indiquait l'étiquette. Il le sortit, s'assit et le fixa longuement. Wendell était le père du marié. Il dirigeait une entreprise manufacturière de taille moyenne qui, des années auparavant, était au bord de la faillite. Sur le papier, il avait été sauvé par une injection discrète de capital d'un groupe d'investisseurs privés. En réalité, c'était David. Il avait vu un potentiel. Il avait fait un pari. 7 chiffres, silencieux, stratégique, contraignant. Wendell n'avait jamais su qui l'avait sauvé. David avait préféré qu'il en soit ainsi. Il croyait qu'il fallait rester dans l'ombre, laisser le travail parler de lui-même. Mais ça, ce n'était plus des affaires. C'était personnel.
David ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait l'accord d'investissement original. Un langage juridique aride qui, dès la première page, clarifiait qui détenait le contrôle en cas de besoin. Il n'y avait aucune faille, aucune marge de manœuvre. David était le fil invisible qui tenait toute l'opération de Wendell. Il tapota un stylo contre le papier, lentement, rythmiquement. Puis il prit une feuille de papier à lettres monogrammées, le même genre qu'il utilisait pour écrire les cartes d'anniversaire de Rachel, à l'époque où elle pensait qu'il avait décroché la lune pour elle. Il écrivit une seule phrase. « Je serai au mariage, assis au fond. Veuillez prendre ce message en considération si vous tenez toujours à notre arrangement. » Pas de menace, pas d'émotion, juste un doux rappel enveloppé de soie. Puis il glissa l'accord et la note dans une simple enveloppe blanche. Pas d'adresse de retour. Il la scella, puis se rassit dans son fauteuil et ferma les yeux. Il ne pleura pas, ne se mit pas en colère. Il attendit simplement, parce qu'il savait quelque chose qu'elles ignoraient. Elles avaient choisi l'apparat plutôt que les principes. Mais la fondation sous leurs pieds, c'était lui qui l'avait construite, et il pouvait la retirer, tranquillement, complètement, sans jamais élever la voix. David n'alluma pas les lumières. Il préférait l'obscurité, surtout ce genre d'obscurité, celle qui vous enveloppe sans malice. Son bureau sentait légèrement le papier vieilli, le bois de cèdre et les batailles oubliées. Les stores étaient fermés. Le lampadaire extérieur projetait une mince bande de lumière jaune sur les bords, juste assez pour dessiner la silhouette de cet unique dossier manille posé en plein centre de son bureau en acajou. Wendell R. Harper. L'étiquette était de travers, manuscrite, avec cette vieille encre, épaisse et permanente. Il se souvint l'avoir écrite des années auparavant, à l'époque où les enjeux étaient purement financiers. Avant que quiconque ne sache de qui Rachel tomberait amoureuse. Avant que Karen ne se transforme en quelqu'un qui souriait comme une politicienne et mentait comme elle respirait. Wendell. Le nom était là, comme une faille sismique dormante. Pas une menace, juste une réalité. Un homme qui avait tout à perdre et aucune idée de la minceur de la glace sous ses pieds. David se versa un verre de bourbon pur et ne le but pas. Il le tenait juste, comme un accessoire dans une pièce de théâtre oubliée. Il ouvrit le dossier. Les pages bruissèrent doucement dans le silence. Des accords juridiques, des mémos de transfert, et une feuille agrafée qui avait juste assez vieilli pour montrer son importance. L'accord d'investissement. Il parcourut le paragraphe clé, celui qui avait toujours compté. En cas de manquement moral, éthique ou de réputation de la part du bénéficiaire ou de tout affilié direct, le partenaire silencieux gérant se réserve le droit de déclencher la clause 7C, révocation immédiate de la poursuite du capital et retrait discrétionnaire des actifs de bienveillance publique. David avait écrit cette clause lui-même. Enfin, il l'avait dictée. L'avocat qui l'avait rédigée avait dit qu'elle était trop philosophique. David avait insisté. Il avait toujours joué sur le long terme. L'entreprise de Wendell, Maraforge Precision Systems, était une affaire de famille avec 70 ans d'héritage, mais zéro liquidité quand David les avait trouvés. Ils étaient une histoire édifiante sur le point de s'effondrer. Leurs fournisseurs se retiraient. Leur propriété intellectuelle était hypothéquée. Leur conseil d'administration était prêt à s'entre-dévorer. David était intervenu par le biais d'un véhicule d'investissement si stratifié en sociétés écrans et holdings que personne n'avait jamais fait le lien, pas même Wendell. Tout ce qu'il savait, c'est qu'un bienfaiteur silencieux s'était présenté avec de l'argent propre, sans ingérence au conseil d'administration, et la promesse d'un capital de fonctionnement sur 5 ans. La seule condition, ne pas déshonorer la marque. David fixa la ligne de signature au bas de l'accord. La signature de Wendell était audacieuse, provocante. Le genre de trait de plume que l'on fait quand on pense avoir gagné. Celle de David? À peine visible, juste des initiales, nichées dans la marge, car c'est ainsi que l'on contrôle les gens comme Wendell. On ne leur laisse jamais voir la laisse. Il attrapa son téléphone. Pas le nouveau. Le vieux téléphone à clapet qu'il gardait dans un tiroir pour les choses qui n'avaient pas besoin d'application ou d'attention. Le numéro qu'il composa n'était pas celui de Wendell. C'était un service de coursier à Napa. Discret. Sans poser de questions. Il les avait déjà utilisés lorsque les lettres d'acceptation à l'université de Rachel devaient arriver le jour même. L'ironie ne lui échappait pas, oui, j'ai besoin qu'une enveloppe confidentielle soit livrée en main propre. Aucune signature requise, juste une confirmation visuelle de réception.
Il dicta l'adresse du domaine de Wendell près du vignoble. Contenu, demanda l'opérateur. Juste un message, dit David, et un rappel. Il raccrocha et plaça l'accord original ainsi que la note manuscrite dans une enveloppe propre et non marquée. Puis il s'arrêta un instant, se demandant s'il devait inclure un post-it avec un commentaire plus direct. Il ne le fit pas, Wendell n'était pas stupide. Il avait juste besoin d'un coup de pouce, d'un rappel que l'homme assis tranquillement en arrière-plan pouvait, d'un murmure, renverser la table et le laisser avec les débris. En scellant l'enveloppe, il repensa à un dîner des années auparavant. Rachel devait avoir 15 ans, un appareil dentaire et un cœur plein de confiance. Wendell et son fils étaient invités à un gala de charité. Rachel faisait du bénévolat pour ses crédits scolaires, distribuant des sacs cadeaux à l'entrée. Wendell ne l'avait même pas regardé. Ne se souvenait pas de son nom. David se souvenait de ce moment, parce que les gens comme Wendell ne voient la valeur que lorsqu'elle porte un costume ou signe un chèque. La famille n'avait pas d'importance. L'héritage n'avait pas d'importance. Le pouvoir importait. David plaça l'enveloppe dans le sac du coursier près de la porte d'entrée et se rassit à son bureau. C'était drôle, d'une manière malsaine. Karen pensait mettre en scène une petite pièce de théâtre sociale élégante, échangeant le personnage du père contre un nouvel acteur pour s'adapter à la scène. Rachel voulait se sentir choisie par l'homme qui l'avait abandonnée. Toutes deux pensaient que le silence de David était une défaite. Ce n'en était pas une. C'était un positionnement. Il n'y avait pas de musique, pas de colère, pas de va-et-vient, juste un homme seul dans le noir, réarrangeant l'échiquier. Au matin, Wendell comprendrait. Le voile se lèverait. Le partenaire silencieux ne serait plus silencieux. Et quand cet homme prendrait place au dernier rang du mariage, ce ne serait pas seulement gênant. Ce serait catastrophique. Silencieusement, légalement, complètement. David avait toujours cru que le silence était la lame la plus aiguisée. Les mots pouvaient être contestés, niés, tordus. Mais un document, un contrat, une signature faite sous l'ivresse chaleureuse de la gratitude et du désespoir, c'était final. C'était le pouvoir. À 7h43 précise, le coursier sonna à l'interphone du portail du domaine de Wendell Harper. Un SUV Mercedes blanc tournait déjà au ralenti dans l'allée, la voiture de week-end de Wendell. Une gouvernante ouvrit le portail et fit signe au coursier d'entrer sans plus qu'un regard. Aucune signature requise, juste une confirmation de livraison. L'enveloppe fut placée dans la boîte aux lettres sur les marches de l'entrée comme demandé, blanche, simple, sans adresse de retour. Mais le nom de Wendell était écrit au stylo, d'une écriture cursive impeccable, le genre qui appartenait à un homme qui avait passé sa vie à rédiger des messages trop subtils pour que la plupart les saisissent au premier coup d'œil. L'enveloppe resta là pendant près de 2 heures avant que Wendell ne la remarque. Il avait pour politique de ne pas ouvrir le courrier avant le déjeuner. Son assistante triait généralement les choses, mais ce matin-là, elle s'était déclarée malade. Une intoxication alimentaire, avait-elle prétendu. Quand Wendell la prit enfin, il hésita. Ce n'était pas le papier texturé habituel. Pas monogrammé. Pas non plus du spam publicitaire brillant de fournisseurs de mariage, juste délibéré. Il l'ouvrit nonchalamment au début. Il lut d'abord la note manuscrite. Je serai au mariage, assis au fond. Veuillez prendre ce message en considération si vous tenez toujours à notre arrangement. C'était tout. Pas de nom d'expéditeur, pas d'initiale, juste la note. Wendell fronça les sourcils. Puis il déplia le document agrafé derrière. Son visage ne pâlit pas encore. Pas avant la 2e page. C'était là. L'accord d'équité original pour Mara Forge Precision System. L'entreprise pour laquelle il avait saigné. Celle qu'il avait sortie de l'insolvabilité avec l'aide d'un investisseur anonyme qu'il n'avait jamais appelé que « le fantôme ». Wendell avait toujours supposé que c'était un groupe de fonds spéculatifs. Silent Capital, probablement européen. Il n'avait jamais demandé. Il s'en fichait, car il ne demandait rien. Il virait simplement les fonds et le laissait sur son trône. Jusqu'à maintenant. Clause 7 c'est autorité du partenaire silencieux gérant. Droit de révocation. La signature de David, des initiales seulement, nichées dans la marge à l'encre bleu pâle. DRM. Wendell lut la clause 2 fois. Puis une 3e fois. Son café avait refroidi. Ses doigts tremblaient. Son cerveau allait plus vite que sa respiration.
Ce n'était pas juste un message de courtoisie. C'était une frappe de précision, l'équivalent de quelqu'un qui jette une grenade dans votre salon sans retirer la goupille, mais en y laissant une note scotchée qui dit « Je me souviens comment tu es arrivé ici ». La lettre ne demandait rien. Ne mentionnait même pas le mariage. Juste cette seule promesse calme. Je serai au mariage, assis au fond. Pas même le mariage de son fils, le mariage de la fille de quelqu'un d'autre. Pourquoi le fantôme s'en soucierait-il? C'est là qu'il comprit. Un souvenir d'il y a des années, un dîner de charité à Sacramento, un de ces événements où tout le monde sourit trop largement et donne juste assez pour être photographié. Il se souvint de la jeune fille, Rachel. Elle avait renversé du vin sur sa robe et pleuré. Wendell ne lui avait prêté aucune attention. Il était trop occupé à parler au président du conseil d'administration d'une entreprise de technologie médicale. Mais l'homme qui l'avait aidé, qui s'était agenouillé et lui avait dit que ce n'était que du tissu, pas son avenir. Cet homme lui avait tendu la veste de son costume et l'avait accompagné aux toilettes. Cet homme, c'était David. Wendell ne le revit jamais, mais il se souvenait de la veste, gris anthracite avec un DRM à peine visible brodé sous le revers. Sa main trembla légèrement en posant les papiers. Son regard dériva vers la fenêtre arrière où des ouvriers installaient une petite réception sous une tente pour le brunch de la famille du marié. Le mariage de Rachel. David serait là. Pas devant, pas sur l'autel. Au fond, là où personne ne regardait, mais où la fondation de tout pourrait commencer à vaciller. Wendell se leva brusquement, appela son assistante, oublia qu'elle était absente. Il composa le numéro de son fils. Ne commence rien avant que je le dise. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? J'ai dit, attends-moi. Ne les laisse pas commencer sans moi. Si elle descend l'allée et que je ne suis pas là, arrête tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Fais-moi confiance. Ça ne te concerne pas, il raccrocha. De l'autre côté de la ville, David était déjà assis dans son garage, en train de cirer ses chaussures. Non pas parce qu'il se souciait de ce que les autres pensaient, mais parce que c'étaient les mêmes chaussures qu'il portait au premier récital de piano de Rachel. Celles qu'elle avait, en plaisantant, appelées les chaussures de papa. Il passa le chiffon sur le cuir, lentement, mécaniquement, puis les plaça à côté d'un costume anthracite repassé. Pas de cravate, pas d'épinglette au revers. L'enveloppe avait été livrée. La note avait été lue. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'avait pas fait de scène. Il n'avait pas demandé d'excuses. Il n'en avait pas besoin. Le tremblement avait déjà commencé. Le dîner de répétition eut lieu dans un vignoble de charme niché juste à côté du Silverado Trail. Pittoresque, hors de prix, et obsédé par les arches florales et l'éclairage artisanal. Rachel voulait de l'élégance. Karen voulait de l'image. À elles deux, elles avaient orchestré un mariage qui ressemblait à une campagne politique déguisée en histoire d'amour. Wendell arriva en retard. La faute au trafic. La vérité, c'est qu'il était resté assis dans son allée pendant 15 minutes, à fixer l'enveloppe que David avait envoyée. Il n'en avait parlé à personne, pas même à sa femme, ni à son fils, ni à la coordinatrice du mariage qui lui avait envoyé 6 emails pour lui demander les notes de son discours. Il n'arrêtait pas de relire les mêmes mots. Veuillez prendre ce message en considération si vous tenez toujours à notre arrangement. Wendell avait passé la majeure partie de sa vie dans des salles de conseil, à négocier des fusions, à dévorer des concurrents et à mettre en faillite plus d'un petit fondateur qui n'arrivait pas à maintenir ses marges. Il n'avait pas peur des menaces. Il avait peur des gens qui n'avaient pas besoin d'en faire. Et David n'en avait fait aucune. Le visage de Wendell paraissait normal aux yeux de tous. Sourire, poignée de main ferme, cette inclination de politicien qu'il adoptait quand quelqu'un parlait. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait, car maintenant, c'était réel. L'homme qui avait écrit cette note ne bluffait pas. Ce n'était pas un ex-beau-père éconduit qui boudait dans une chambre d'hôtel. Il venait. Il serait assis au fond. Et Wendell n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Les présentations commencèrent autour de champagne et d'un plateau de charcuterie qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Rachel se tenait à côté de son fiancé, le sourire éclatant, les yeux passant d'une personne à l'autre avec une sincérité fabriquée. « Je veux que tout le monde rencontre mon père biologique », annonça-t-elle en prenant le bras d'un homme dans un costume de location qui avait l'air de fumer encore à l'intérieur des stations-service. « Voici Marc. »
Marc sourit avec toute l'assurance d'un homme célébré pour avoir fait le strict minimum. Karen lui serra fièrement le bras, comme si elle venait de ramener un artefact sauvé d'un site de fouille. Marc et Rachel ont renoué récemment, expliqua-t-elle à la famille du marié. Ça a été émouvant, puissant, une véritable réconciliation. Wendell sirota sa boisson. Ne dis rien. Marc se pencha vers Wendell, tendant la main. Je suppose que vous êtes le père du marié. Wendell la lui serra brièvement. C'est exact. Marc sourit plus largement. C'est fou comme la vie fait les choses, hein? Wendell le fixa, les yeux vides. C'est vraiment le cas. Plus tard dans la nuit, bien après que les traiteurs eurent remballé et que Karen fut occupée à montrer à Marc comment utiliser la machine à expresso dans la maison d'amis, Wendell se retira dans son bureau. Il se versa un verre de scotch et sortit l'enveloppe du tiroir supérieur. Il l'ouvrit de nouveau, lentement cette fois, comme si elle avait pu changer au cours des dernières 24 heures. L'accord, la note, le nom de David, ou plutôt ses initiales, DRM. Il sortit un dossier relié en cuir poussiéreux de son meuble bas, ses archives privées de tous les principaux investisseurs, partenaires silencieux et financiers conditionnels des 2 dernières décennies de Maraforge. La plupart des informations étaient maintenant numériques, mais Wendell imprimait toujours des copies papier pour ceux en qui il n'avait pas entièrement confiance. Il lui fallut 15 minutes de feuilletage avant de le trouver. Un document intitulé « Meridian Asset Group, entité holding numéro 9 ». Le partenaire silencieux. Celui qui les avait sauvés il y a 12 ans. Celui qui avait viré la première tranche à peine 3 heures après le vote du conseil d'administration pour la dissolution. Il parcourut jusqu'à la ligne de signature et là, c'était DRM. Mêmes initiales, même paraphe, même encre. Son verre trembla contre le bureau. Wendell se laissa tomber lourdement dans son fauteuil. La prise de conscience ne fut pas comme un coup de poing. C'était comme si l'air s'était lentement raréfié, et qu'il ne s'en rendait compte que maintenant. David n'était pas un imbécile sentimental. C'était lui qui avait financé la fondation même de la survie de Wendell. L'homme avait tranquillement tenu un interrupteur chargé au-dessus de Maraforge pendant plus d'une décennie et ne l'avait jamais pressé. Jusqu'à maintenant. Wendell prit son téléphone et appela son fils. « Ne commence rien avant que je le dise. » Il y eut une pause. « Papa, de quoi tu parles ? » « Le mariage. »« Attends-moi, » dit Wendell. « Si elle est en haut de l'allée et que je ne suis pas encore là, arrête tout. »« Arrête tout. »« Quoi ? » ?»« Fais-le, c'est tout. »« Quelque chose ne va pas ?» Wendell ne répondit pas. Il raccrocha, puis ferma la porte du bureau à clé. Il resta assis là, en silence, pendant une autre heure, à fixer le vieil accord. David avait toujours joué un jeu discret. Pas de gros titres, pas d'ego. Mais Wendell voyait maintenant le coup pour ce qu'il était. Il ne venait pas au mariage pour être vu. Il venait pour être reconnu. Et une fois qu'il le serait, rien, ni ce mariage, ni Marc, ni même le récit soigneusement construit de Rachel, n'allait y survivre. Le ciel était si bleu qu'il en paraissait presque artificiel, comme si quelqu'un avait sursaturé les couleurs d'un prospectus de mariage. Des rangées de chaises blanches brillaient au soleil, disposées en éventail sous un chêne géant orné de draperies vaporeuses et de délicates lanternes suspendues. Le vignoble derrière l'hôtel s'étendait à l'infini, tout en élégance et en opulence, chaque détail soigné jusqu'à l'eau infusée au citron attendant dans des carafes en cristal à côté de la table des cadeaux. David se gara loin de tout cela. Le parking principal avait des voituriers en gants blancs. Le chemin d'accès privé, celui qui serpentait sur le flanc de la colline, n'en avait pas. C'est là qu'il arrêta sa voiture. Hors de vue, hors du cadre, loin des sourires et des conversations forcées. Il sortit, vêtu d'un costume anthracite. Pas de boutonnière, pas de bouton de manchette, pas de cravate, juste des chaussures noires cirées jusqu'à un éclat miroir et une expression neutre si indéchiffrable qu'elle aurait pu appartenir à un directeur de pompe funèbre. La descente de la colline fut silencieuse. Il ne croisa personne. La pente lui offrait une vue d'en haut sur le lieu de la cérémonie. Il vit les invités arriver en groupe, s'étreignant, riant, attendant avec impatience. Il pouvait repérer Karen près de la tente du traiteur, donnant des instructions à quelqu'un avec ce geste de la main qu'elle utilisait toujours quand elle faisait semblant de ne pas être en colère. Rachel était introuvable. David ne s'attarda pas, ne fit pas de pause pour s'imprégner de quoi que ce soit,
il descendit simplement le sentier latéral le long du chemin de gravier derrière l'arche florale, traversa la pelouse comme une ombre que personne ne remarquait. Puis il se dirigea vers la dernière rangée de chaises, au fond à gauche, près des bouches d'aération du camion traiteur, un siège que personne ne photographierait, un siège qui n'appartenait à personne car personne n'avait jamais prévu qu'il soit là. Il s'assit, croisa les mains sur ses genoux, ne dit rien, n'enleva même pas ses lunettes de soleil. Wendell le vit 10 secondes plus tard. Il se tenait près de l'autel avec son fils, ajustant son poignet et marmonnant quelque chose sur le timing de la musique quand sa tête tourna légèrement. Habitude, instinct. Et ses yeux croisèrent ceux de David. Sa posture changea instantanément, subtilement, mais complètement. Il se figea. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, puis se referma. Il ne fit pas de signe de la main, n'hocha pas la tête, ne signala rien pour accuser réception de sa présence, mais ses mains retombèrent lentement le long de son corps. Ses doigts tressaillirent. Puis, sans bouger la tête, il se pencha latéralement vers son fils. « Ne parle pas » murmura-t-il. « Ne bouge pas » le marié parut confus. « Quoi ? Nous partons desquels descend cette allée » marmonna Wendell. « Je ne plaisante pas, papa, qu'est-ce que tu fais ?»« Ne parle pas » le pouls de Wendell battait si fort qu'il le sentait derrière ses yeux. Il balaya les invités du regard. Personne d'autre n'avait remarqué. Tout le monde se mêlait encore, sirotant du champagne, complimentant les arrangements floraux. Le photographe prenait des clichés spontanés du porteur d'alliance. Le quatuor à cordes s'accordait. Mais Wendell n'écoutait rien de tout cela. Tout son champ de vision se rétrécissait vers la dernière rangée. David ne regardait pas l'autel. Il ne regardait rien, en fait. Il était simplement assis là, les mains immobiles, le visage calme. Un homme qui n'avait aucune raison d'assister à la cérémonie, sauf pour être vu, sauf pour rappeler. Karen le repéra ensuite. Elle était à mi-chemin de la pelouse, le bras lié à celui d'une lointaine cousine qu'elle n'aimait même pas, quand ses yeux balayèrent le fond et tombèrent sur lui. Elle se figea en pleine phrase, cligna des yeux, puis sourit comme si elle avait vu un fantôme qu'elle ne pouvait se permettre de reconnaître. Sa main se resserra sur le poignet de la cousine. La cousine la regarda, confuse. « Ça va ?» Karen s'éclaircit la gorge. « Très bien, dit-elle trop vite. J'ai juste oublié de demander où placer le gâteau. » Elle s'écarta rapidement, sans regarder en arrière, ses talons poignardant l'herbe comme de minuscules armes. David ne bougea pas. Il n'était pas venu pour la confrontation. Il n'en avait pas besoin. Sa présence était la confrontation. Il ne faisait pas les 100 pas. Il n'était pas en colère. Il ne perturbait rien. Il était simplement là, à l'endroit exact où on lui avait dit qu'il n'avait pas sa place, occupant l'espace avec le genre de contrôle absolu qui ne nécessitait ni volume ni permission. Wendell s'avança légèrement, ajustant sa veste, les yeux se portant vers le haut de l'allée. Il savait ce qui allait suivre, la musique, les portes s'ouvrant. Rachel descendant avec son « vrai » père à son bras. Un mensonge en mouvement, financé par un homme assis au dernier rang, observant comme un chirurgien impatient qui ne sait pas qu'il est déjà en train de se vider de son sang. Il se pencha à nouveau. Si elle descend cette allée, cette famille est finie. Son fils se tourna lentement. De quoi tu parles ? J'ai dit ce que j'ai dit. Tu ne peux pas être sérieux. Tu vas gâcher. C'est elle qui a tout gâché. La voix de Wendell tremblait maintenant. Pas de rage, mais de quelque chose de plus froid. Il regarda de nouveau David, qui n'avait pas bougé d'un muscle. C'était le pire. Wendell avait vu des hommes en colère. Il avait survécu à des hommes désespérés. Mais ceux qui restaient assis tranquillement, sans avoir besoin de gagner la salle, c'était ceux-là qu'il fallait craindre, parce qu'ils savaient déjà comment ça se terminait. La première note du violoncelle trancha la foule murmurante comme une lame de rasoir. Pas forte, pas stridente, juste tranchante, trop tranchante. Le genre de note qui aurait dû susciter quelque chose de romantique, mais qui s'installa plutôt sur la peau de chacun comme un avertissement. Tout le monde se tourna vers le haut de l'allée. Les expressions s'adoucirent dans une admiration de circonstance. Les téléphones se levèrent discrètement. Une grand-mère tamponna ses yeux avant même qu'un seul mot n'ait été prononcé. Et puis elle apparut. Rachel, radieuse dans une robe que David avait payée, une création sur mesure. De la soie importée d'Italie parce que Karen avait insisté sur le fait que le prêt-à-porter n'était pas digne de l'instant.
Son voile scintillait sous le soleil de Californie. Son bouquet, un mélange grotesquement cher de roses, de renoncule et de pivoine, tremblait légèrement dans ses mains. À son bras droit se tenait un homme dans un costume anthracite d'une taille trop grande. Mark, son vrai papa. Il avait l'air mal à l'aise, en sueur, comme s'il n'avait pas porté de costume depuis sa dernière comparution au tribunal. Il fit un signe de la main nerveux à quelqu'un au 3e rang. Personne ne lui rendit son salut. Karen était positionnée à mi-chemin de l'allée, rayonnante comme si elle présentait un membre de la royauté. Son sourire vacilla, juste une fraction de seconde, quand son regard balaya la foule et croisa celui de David. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il vienne vraiment. Elle s'attendait à un geste, une lettre, une excuse de dernière minute. Pas lui, pas là, pas en train de regarder. Ses lèvres s'amincirent, ses épaules se raidirent. Elle ne dit rien, mais sa main se porta à son collier, un tic que David avait catalogué des années auparavant. Elle le touchait toujours quand elle mentait. David ne sia pas. Il ne détourna pas le regard, il croisa simplement les mains sur son genou et observa, comme un homme assistant à une démolition qu'il avait orchestrée mais n'avait pas besoin de superviser. Wendell se pencha de nouveau vers son fils, la voix basse mais tendue. « Annule tout, maintenant, dit-il. Et je pourrais peut-être encore négocier. » Le marié tressaillit légèrement. « Quoi ? Je te le dis, siffla Wendell. Arrête ça ici ou je m'en vais et j'emporte tout avec moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu n'as pas à comprendre. Tu as juste à écouter. Mais la musique montait. Le photographe prenait des photos. Rachel était à mi-chemin de l'allée et l'air avait commencé à s'épaissir, comme si le soleil s'était rapproché, pesant sur tout le monde dans leur chaise. Les mots de Wendell restèrent sans réponse. L'officiante, une juge locale que Karen avait fait jouer ses relations pour obtenir, s'avança. Elle s'éclaircit la gorge, souriant de toutes ses dents comme si elle passait une audition pour un téléfilm. Mes chers amis. Wendell n'écoutait pas. Pas elle. Il regardait David. Chaque respiration, chaque changement de posture, chaque battement de cils de l'homme. David ne souriait pas, n'hochait pas la tête, restait simplement immobile comme une relique. Mais il y avait une puissance dans l'immobilité, une attraction gravitationnelle que Wendell pouvait sentir à 10 rangs de distance. Il pensa à la clause 7C, compromis moral, manquement à la réputation. Il pensa à ce que David pourrait faire si ce mariage se déroulait comme il l'avait prévu. Ce qui serait mis en mouvement si Rachel, paradant dans l'allée au bras d'un homme qu'il avait abandonné, était photographié, posté, éclaboussé sur les réseaux sociaux comme si c'était la vérité. L'image seule pourrait faire exploser tous les contrats que son entreprise négociait actuellement. Chaque accord en attente qui nécessitait la stabilité de la direction. Chaque ligne de crédit encore liée à la participation silencieuse de David. David n'avait pas besoin de révoquer quoi que ce soit. Il avait juste besoin d'exister. Wendell tourna légèrement la tête et vit Karen mimer quelque chose à Rachel alors qu'elle passait le premier rang. Quelque chose comme « Tu es parfaite ». Rachel sourit largement, puis regarda son fiancé, inconsciente du tic-tac sous la surface. Tic, tic, tic. David se pencha légèrement en arrière dans sa chaise, croisa une cheville sur l'autre. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était de la patience, comme s'il attendait le moment où la gravité ferait son travail. Wendell agrippa le bord de son siège, les doigts blancs. Il regarda l'officiante qui récitait quelque chose sur l'amour étant un voyage. Il regarda la foule, dont aucun ne réalisait qu'ils étaient assis sur une mine politique. Puis il regarda de nouveau David, et David, pour la première fois depuis son arrivée, inclina la tête très légèrement. Pas un sourire, juste une inclinaison, comme pour dire « à vous de jouer ». Wendell déglutit difficilement. Il n'avait plus le temps. Qui donne cette femme en mariage? La question résonna comme un chant rituel, formel et creux, comme si l'officiante déverrouillait une porte avec une clé passe-partout qui n'avait pas tourné depuis des années. Rachel resserra sa prise sur le bras de Mark. Son visage rayonnait, étudié et parfait sous des couches d'aérographe et d'illusion. Karen retenait son souffle. Le marié se tenait immobile, attendant, bien que ses yeux ne cessaient de glisser latéralement vers son père comme si quelque chose était sur le point de se briser. Mark s'éclaircit la gorge. Bruyamment. Moi, dit-il avec l'assurance d'un homme qui n'avait pas gagné le droit de dire un seul mot. Et puis, avant même que l'officiante ne puisse continuer, la voix de Wendell retentit,
froide, tranchante et chirurgicale. Non, pas lui. Le silence s'abattit sur le vignoble comme un rideau qui tombe. On aurait presque pu entendre les insectes s'arrêter de voler en plein vol. Rachel se tourna. Quoi? L'officiante cligna des yeux. Wendell s'avança. 2 pas mesurés, les mains le long du corps, le dos droit. C'est terminé ici, dit-il clairement, fort, avec le ton d'un PDG clôturant une acquisition ratée. Son fils murmura quelque chose, mais Wendell ne l'entendit pas. Il ne le regardait pas. Il regardait David, toujours assis, toujours silencieux, toujours calme. Wendell se tourna vers les invités. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. C'était une phrase si calme, si sobre, qu'il fallut 3 bonnes secondes avant que la salle ne réagisse. Les gens se tournèrent les uns vers les autres, confus. Une femme laissa échapper un hoquet audible. Quelqu'un au 2e rang chuchota, ça fait partie du spectacle, comme si c'était une performance. Rachel était figée. Qu'est-ce que tu fous, lança-t-elle. La main de Marc tomba de son bras, soudainement molle. Il ressemblait à un homme qui venait d'entrer par erreur dans le prononcé de la sentence de quelqu'un d'autre. Wendell ne lui répondit pas. Pas encore. Il descendit simplement de l'estrade de l'hôtel, frôlant l'officiante, et s'avança dans l'allée centrale. Karen se précipita en avant. Wendell, qu'est-ce que tu fais? Il s'arrêta, la regarda comme si elle était une étrangère. Tu savais qui il était, dit-il doucement. Et tu as laissé faire ça quand même. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les yeux de Wendell se rétrécirent. Cet homme, dit-il en désignant du menton la dernière rangée, est la seule raison pour laquelle mon entreprise n'a pas implosé il y a 12 ans. Il possède une plus grande part de Maraforge que moi-même. Il n'a pas eu besoin de dire un mot. Il s'est juste assis. Et soudain, j'ai tout vu clairement. Les invités suivirent sa ligne de mire. Des dizaines de têtes se tournèrent vers la dernière rangée, vers David. Il ne fit pas de signe de la main, ne tressaillit pas, resta simplement immobile, les mains croisées, comme s'il regardait une partie d'échecs qu'il avait déjà gagnée 6 coups à l'avance. Le visage de Rachel avait commencé à changer, la confusion se fondant dans la terreur. « Qu'est-ce qui se passe » exigea-t-elle. « Pourquoi tu fais ça maintenant » Wendell n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Parce que je ne laisserai pas mon entreprise imploser pour une fille qui manque de respect à l'homme qui a financé tout son fantasme. Je n'ai manqué de respect à personne, siffla Rachel. Il n'est pas mon vrai. Tais-toi, la coupa Wendell. Tu n'as pas le droit de parler de ce qui est de vrai. Il se tourna vers l'officiante. Je retire mon approbation de cette union. Il n'y aura pas de financement, pas de partenariat, pas de fusion, pas de continuation de fiducie. L'officiante avait l'air sur le point de s'évanouir. Karen intervint à nouveau, les yeux fous. Wendell, tu ne peux pas juste. Je peux, et je viens de le faire. Puis il fit face aux invités une dernière fois. Vous pouvez rester si vous voulez. Profitez du vin. Mais le mariage est terminé. Et sur ce, Wendell sortit. Pas de cris, pas de théâtralité, juste des pas décisifs sur l'herbe blanchie par le soleil. Le marié se tenait là, paralysé, les lèvres entr'ouvertes comme si quelqu'un venait de lui débrancher la colonne vertébrale. Rachel se tourna vers Karen, désespérée. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Papa possède son entreprise. Karen ne dit rien. Son visage était devenu blanc comme un linge. Comme si quelqu'un avait enfin ouvert un tiroir qu'elle gardait fermé à clé depuis des années et en avait vidé le contenu sur la pelouse. Et toujours, David restait assis. Comme un homme regardant le feu qu'il a allumé scintiller magnifiquement dans le vent. Un des invités se pencha vers un autre. Ce n'était pas son beau-père? Non, répondit l'autre, les yeux écarquillés. Je crois que c'était son père. Marc essaya de dire quelque chose, de sauver le moment, mais Rachel s'écarta de lui, l'illusion se désintégrant trop vite pour qu'elle puisse suivre. Je ne comprends pas, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour quiconque. Pourquoi ferait-il ça? Et toujours, personne ne répondit. Parce que tout le monde savait déjà. L'homme au fond n'était pas venu assister à un mariage. Il était venu y mettre fin. Wendell ne ralentit pas le pas. Il traversa l'allée centrale, dépassant les invités stupéfaits, passa par une ouverture entre les tentes du traiteur et rejoignit le chemin de gravier menant au parking inférieur.
Son fils trébucha derrière lui, manquant de tomber sur le tapis d'herbe en l'appelant « Papa. Papa, attends !» Mais Wendell ne se retourna pas. La voix de Rachel les poursuivit sur la colline, stridente, craquante, désespérée. « Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire exploser mon mariage. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Karen courait maintenant, talon à la main, robe remontée au-dessus de ses genoux. « Wendell, s'il te plaît, parlons. C'est réparable. Arrête-toi. S'il te plaît, arrête-toi. » Mais aucun des deux ne pouvait le rattraper, et personne ne pouvait défaire ce qui venait de se passer. Les invités ne savaient pas quoi faire. Certains se levèrent. D'autres restèrent assis, fixant maladroitement leur programme comme s'ils pouvaient expliquer le retournement de situation. Quelques adolescents au fond sortirent leur téléphone, déjà en direct ou en train d'envoyer des textos à leurs amis. « Tu ne croiras jamais le mariage auquel j'assiste en ce moment. » Rachel se retourna vers l'autel, les yeux hagards et haletante. Son fiancé était toujours là, immobile comme si on l'avait débranché. L'officiante avait disparu, s'étant discrètement éclipsée dès que Wendell avait déclaré le mariage terminé, laissant son classeur, seul sur le pupitre comme un accessoire abandonné. Et tout au dernier rang, à l'abri du chaos, David. Il n'avait pas bougé. Pas quand Wendell avait parlé. Pas quand Rachel avait crié. Pas quand la voix stridente de Karen avait craqué dans l'air comme un câble électrique. Il était simplement resté en place, les jambes croisées, les coudes reposant sur les accoudoirs de la chaise de location blanche. On aurait pu le prendre pour un homme regardant un spectacle floral jusqu'à ce que quelqu'un s'approche. Un homme en costume bleu marine slim, les tempes grisonnantes, des lunettes à monture métallique, l'air calculateur et silencieux. Il marchait comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'annoncer sa présence parce que les documents le font toujours pour lui. L'avocat de Wendell. David le repéra dès qu'il fut à moins de 3 mètres. L'homme s'arrêta dans l'allée à côté de la dernière rangée et le regarda avec un mélange de suspicion et d'admiration. « Vous avez vraiment fait ça avec une seule enveloppe ?» David ne répondit pas. L'homme hocha lentement la tête, les lèvres pressées en une ligne serrée et respectueuse. « Je me suis toujours demandé qui vous étiez. Quand Wendell a apporté le capital il y a 12 ans, il n'a même jamais essayé de le savoir, il a juste signé et souri. » David resta silencieux. L'avocat expira. « Vous venez de retirer les fondations sous leurs pieds. Sans force, sans bruit, juste. » Il désigna la chaise de la main. « Point votre présence. » Toujours rien. Il baissa les yeux vers la pelouse, touchant du bout du pied le bord d'un programme que quelqu'un avait laissé tomber. Vous savez quelle était la plus grande peur de Wendell? Pas la concurrence, pas l'insolvabilité. C'était de se faire surclasser sans même s'en rendre compte. David bougea enfin, juste légèrement, ajustant le poignet de sa chemise. L'avocat capta le mouvement et eut un petit rire sous cape. Et dire que je pensais que cette journée ne serait qu'une déduction fiscale et des canapés fades. Karen revint en trombe, les joues marbrées de fureur, ses chaussures pendant à une main comme des armes. Elle repéra David. Ses yeux se plissèrent. Espèce de salaud arrogant et suffisant. Tu es venu ici juste pour gâcher sa journée. David inclina la tête, presque comme s'il écoutait une musique que lui seul pouvait entendre. Karen s'approcha, pointant un doigt tremblant vers lui. Tu penses qu'en t'asseyant au fond, tu es une sorte de martyr? Comme si tu étais au-dessus de tout ça? L'avocat s'interposa légèrement entre eux. Madame, je vous suggère de baisser la voix. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire, lança-t-elle avant de reporter son regard furieux sur David. Tu penses que ça te rend meilleur que nous? David se leva. Pas vite. Pas bruyamment. Juste debout. Il la regarda de haut et, pour la première fois de la journée, il parla. Je n'ai pas gâché sa journée. Il laissa la phrase en suspens. Légère mais tranchante. C'est elle qui l'a fait. La mâchoire de Karen trembla. David se tourna vers l'avocat. Dites à Wendell que nous sommes quittes. L'homme cligna des yeux. Quitte? Je n'ai jamais été ici. David passa devant eux deux, empruntant le même chemin que Wendell. Pas vers la foule, pas vers la scène. Il prit le long chemin à travers les rangées de vignes. En passant, quelques invités se levèrent pour avoir une meilleure vue, chuchotant, essayant de reconstituer ce dont ils venaient d'être témoins. Un homme au 3e rang marmonna, mais qui était-ce, bon sang?
La femme à côté de lui répondit sans hésitation. Celui qui comptait, qui a compris et qui a sauvé la mise. L'effondrement ne commença pas par un coup de tonnerre. Il commença par un email, un avis de retrait banal de 4 phrases envoyé par le service juridique interne de Mara Forge à 6h12 du matin. Horodaté, avec un objet qui ne révélait rien, ajustement de partenariat stratégique. Mais enfouie dans le jargon juridique se trouvait la phrase qui fit tout exploser. Avec effet immédiat, Mara Forge Précision System se retire de l'acquisition et du partenariat précédemment discuté avec Clarion et Lux. Clarion et Lux, la firme de prestige de Karen, celle qu'elle avait passé les 3 dernières années à préparer pour une élévation stratégique. Celle dont elle se vantait lors des galas et des garden parties, toujours avec une flûte de champagne dans une main et la présentation d'un investisseur de quelqu'un d'autre dans l'autre. Le mariage avait été la rampe de lancement, la preuve sociale finale que le récit de leur famille était à toute épreuve. Rachel, la princesse repentie, Marc, le père perdu et retrouvé, Karen, l'entrepreneur visionnaire avec une fille de conte de fées et un pied dans 2 mondes d'entreprise. Et tout s'était brisé avant la première part de gâteau. À 10h, les téléphones du bureau de Clarion et Lux sonnaient sans arrêt. Vendeurs, fournisseurs. Un jeune analyste très confus d'un groupe de luxe français à qui on avait promis l'exclusivité sur la prochaine ligne de produits de Karen. À midi, l'agence de relations publiques de Wendel avait discrètement effacé Clarion de toutes les mentions de presse concernant la fusion. Et en milieu d'après-midi, la planificatrice du mariage, une femme surmenée, débordée et sous-payée nommée Bethany, publia une déclaration de 2 phrases sur son compte Instagram professionnel. Je regrette de vous informer que je ne suis plus affilié au mariage Harper en raison d'irrégularités préoccupantes et de soldes impayés. J'ai choisi de retirer mon nom de tous les documents associés. Elle ne nomma personne. Elle n'en avait pas besoin. Les commentaires explosèrent en moins d'1 heure. De petits fournisseurs, fleuristes, calligraphes, maquilleurs commencèrent à partager leurs histoires, acomptes non payés, annulation de dernière minute. Un groupe de Santa Rosa affirma qu'on leur avait promis le double de leur tarif habituel, mais qu'ils n'avaient jamais reçu de contrat. Un serveur de l'équipe de restauration publia une capture d'écran d'une demande Venmo refusée. C'étaient les initiales monogrammées de Rachel, RHK, qui les reliaient tous. Karen tenta de publier un démenti par l'intermédiaire de son assistante. L'assistante démissionna le lendemain matin. Et puis vint le coup de David. Une mise en demeure formelle, déposée par son avocat, adressée à chaque fournisseur, photographe et publication de mariage liés de près ou de loin à l'événement. Le langage était sans ambiguïté. Toute utilisation du nom, de l'image ou de l'affiliation familiale inférée avec Monsieur David R. Morton dans des documents publics ou promotionnels, numériques ou physiques, sera considérée comme une violation de la vie privée et soumise à des recours légaux. Celle-là tomba comme le couvercle d'un cercueil qui se referme. Parce que le nom Morton était censé être un gage de prestige, une promesse tacite que le mariage, la famille, l'héritage étaient légitimes. Que derrière toutes les paillettes, il y avait de la substance. Sans lui, il n'était qu'un tas de factures impayées et un verre de vin brisé dans un vignoble loué. Karen tenta d'appeler David 3 fois. Directement sur la messagerie vocale. Rachel essaya 1 fois. Pas de message. Et puis les dominos commencèrent vraiment à tomber. Une entreprise de homestaging de luxe se retira d'une inauguration de propriété Clarion prévue. Un blog de design supprima discrètement un portrait de Rachel, citant de récentes préoccupations de réputation. Même l'offre d'emploi du marié, qui devait commencer le lundi après le mariage, fut reconsidérée. Les RH citèrent des préoccupations concernant de potentiels conflits d'intérêts découlant d'imbroglios familiaux. Wendel ne répondit à rien de tout cela. Il était trop occupé par des audits internes, essayant d'évaluer à quel point Mara Forge avait été exposé, et à quel point il avait failli faire exploser son propre empire en faisant confiance à une famille qui ressemblait à la stabilité mais fonctionnait comme une sangsue. Karen appela Marc, le père biologique de Rachel. Il ne répondit pas non plus, car il était déjà dans un bus pour le Nevada, une enveloppe d'argent liquide du mariage dans la poche de son manteau. Il avait obtenu ce pourquoi il était venu, un costume gratuit, quelques photos et quelques nuits à faire semblant d'être important. Rachel était assise dans sa chambre d'enfant 2 jours plus tard, faisant défiler le hashtag mariage Harper sur Instagram et regardant les photos disparaître une par une. D'abord le gâteau, puis le lieu, puis la photo du cortège où David avait été délibérément coupé de l'arrière-plan, et enfin le portrait officiel du couple, pris quelques instants avant que Wendel ne s'avance dans l'allée et ne tue le fantasme avec 6 mots.
Rachel rafraîchit l'écran. Rien. Juste une roue qui tourne. Elle fixa son téléphone, son reflet fantomatique dans le verre noir. Tout ce qu'elles avaient construit dépendait du mythe du contrôle. Et David, lui, n'avait jamais eu besoin de parler. Il avait simplement retiré l'illusion. La maison était silencieuse. Silencieuse d'une manière qui semblait délibérée, comme si même les lattes du plancher retenaient leur souffle. David entra, refermant la porte derrière lui sans un bruit. Le soleil ne s'était pas encore couché, mais il ne prit pas la peine d'allumer les lumières. Les ombres s'étiraient longuement dans l'entrée, se déversant sur le carrelage comme de vieux souvenirs trop tenaces pour partir. Il passa devant les photos de famille sur le mur, toujours accrochées, toujours souriantes. Rachel a sa remise de diplôme du lycée. Karen à Venise avec un cornet de glace et un rire soigneusement étudié. David, en arrière-plan des deux, à moitié inclus, à moitié oublié. Il ne s'arrêta pas pour regarder. Il alla à la cuisine, se versa un verre d'eau du robinet filtré. Les glaçons s'entrechoquèrent comme les applaudissements lointains d'une performance que personne n'avait appréciée avant la fin du dernier acte. Le téléphone vibra une fois. Il ne se précipita pas pour le vérifier. Il n'était pas curieux. Quand il le prit enfin, le message brillait sur l'écran de verrouillage. Rachel. Pourquoi tu as ruiné ma vie, pas de ponctuation. Pas de « papa ». Pas même de « David ». Juste le blâme. Nu et désespéré. Il le lut une fois. Aucune émotion ne traversa son visage. Pas de tremblement dans sa main. Pas une lueur de regret. Juste un moment d'observation, comme un scientifique regardant la dernière pulsation d'une expérience ratée. Puis il appuya longuement sur l'écran, sélectionna, supprimer. Message parti. Pas de réponse, pas de brouillon, pas de reçu. Il laissa le téléphone sur le comptoir, entra dans son bureau. Le dossier était toujours sur le bureau, exactement là où il l'avait laissé. Manille, effiloché au coin maintenant. L'étiquette commençait à se décoller, l'encre s'estompant juste assez pour lui donner une sorte de gravité. Wendell R. Harper. David s'assit dans son fauteuil, le cuir craquant sous lui en signe de protestation ou d'accord. Difficile à dire. Il ouvrit le dossier lentement. À l'intérieur, l'accord, la clause, la note originale. Toujours net, toujours invaincu. Il y ajouta un dernier élément, l'accusé de réception du coursier. Horodaté, livré en main propre, signé par la gouvernante. Il n'en avait pas besoin, mais il le voulait. Il plaça les papiers soigneusement à l'intérieur, équarrit les bords et referma le dossier. Puis il ouvrit le tiroir sous le bureau. Une petite clé en laiton attendait dans sa rainure. Il la tourna une fois. Le tiroir se referma avec un clic d'une finalité que l'on pouvait sentir dans sa poitrine. David se pencha en arrière. Il ne soupira pas. Il n'eut pas de sourire narquois. Il ne pleura pas. Il expira. Une longue et lente respiration. Pas de soulagement. Pas de triomphe. Juste de l'air quittant enfin des poumons qui avaient contenu trop de choses pendant trop longtemps. Dehors, la rue était calme. Une voiture passa lentement. Quelque part au bout de la rue, un chien aboya 2 fois, puis se tut. David ferma brièvement les yeux. Pas pour dormir, pas pour se reposer. Juste pour être. La tempête était passée. Pas bruyante, pas désordonnée. Juste précise et permanente. Il n'avait jamais été invité. Mais il était venu quand même. Et maintenant il n'y avait plus rien à lui prendre. Parce qu'elle n'avait jamais compris. Il n'était pas l'homme à l'hôtel. Il était la fondation sous-jacente. Et il l'avait simplement retiré.